Et Virginie Ruffnac. Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès, qui est notre invité du matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour un petit tour d'horizon de l'actualité. Un mot tout de même sur la visite présidentielle, même si ça commence à dater. On vous a peu entendu dessus. Vous êtes satisfaite du déroulement de cette visite, des annonces qui ont été faites, des déclarations du chef de l'État? Bah, écoutez, le chef de l'État a eu une parole plutôt ferme et puis plutôt claire, hein, et ça fait aussi du bien parce que ça fait un moment qu'on est un peu dans l'expectative, dans le doute. J'ai rappelé d'ailleurs moi-même lorsqu'on a rencontré les forces politiques, le président de la République la veille de ce discours, ou le matin plutôt, que ça faisait quand même 19 mois désormais, hein, qu'on avait passé le troisième et dernier référendum et que le choix des Calédoniens avait été 3 fois affirmé de manière claire, sans ambiguïté, et qu'aujourd'hui ils étaient à la fois dans l'expectative et pour certains d'entre eux aussi dans l'appréhension qu'enfin de réelles perspectives pour leur avenir puissent être dressées. Donc, si vous voulez, on est satisfait parce qu'il a réaffirmé des choses importantes pour nous sur différents sujets d'ailleurs. Corps électoral, réforme constitutionnelle. Nickel, énergie, donc différents sujets importants pour l'avenir du territoire, mais que du coup maintenant il fallait véritablement que les paroles se transforment en actes. C'est important pour nous et d'où la perspective des discussions à venir. Alors justement, ces discussions, elles doivent se dérouler, d'après ce qu'on a compris, début septembre à Paris. On parle toujours de discussions tripartites. Sincèrement, est-ce qu'on est sûr que les indépendantistes vont être présents et que ce sera vraiment donc des discussions tripartites? En Nouvelle-Calédonie, vous savez, on n'est jamais sûr de rien. Et en politique encore plus, en général. Mais en tous les cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a chez les indépendantistes des approches différentes, hein. On voit que le PALICA a envie de travailler à construire l'avenir désormais des Calédoniens. L'Union calédonienne a différents message, mais on sent que d'abord ils seront présents à Paris et puis on les incite désormais à venir autour de la table parce que d'abord c'est ce à quoi l'accord de Nouméa les appelle, après les référendums qu'ils ont eux-mêmes souhaités. Donc ils ne peuvent pas reculer devant l'obstacle, j'allais dire, et fuir leurs responsabilités. Donc aujourd'hui, voilà, on existe nous, donc on veut bien, on comprend qu'il y a un discours, enfin en tout cas un échange qu'ils doivent avoir avec l'État directement, hein. Certes, nous ne sommes pas le colonisateur, hein, parce que nous on est arrivés ici, pour certains d'entre nous, nos ancêtres, avec des boulets aux pieds, hein. Donc cette histoire de pardon que le chef de l'État a évoquée, en tout cas moi j'ai demandé pardon à personne, hein, parce que quand mon ancêtre est arrivé avec un boulet au pied, il était responsable, à part de son crime, de rien d'autre vis-à-vis des populations qui étaient déjà présentes. Voilà. Et puis la colonisation, de nombreux actes ont été produits, donc on est plutôt sur une reconnaissance des mémoires, non plus que sur un pardon, puisque vous me posiez la question de savoir ce que je pensais, notamment des propos du président de la République. Mais on comprend donc que pour ces raisons-là et pour ce qu'ils appellent le fameux contentieux colonial, je parle pour eux, mais je ne vais pas le faire à la rigueur, eh bien, on comprend qu'ils aient envie de parler directement avec l'État. Mais c'est fini ça, parce qu'on existe aussi et que la construction d'un avenir, elle passe par nous, les partisans de la France aussi. Et donc c'est aussi avec nous qu'ils construiront l'avenir de la Calédonie et pas uniquement avec l'État dans notre dos. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez de ces discussions à Paris? Sur quoi est-ce que doivent porter déjà? Parce que là, il y a eu les discussions dans un premier temps sur le corps électoral, sur la question de l'autodétermination. Et maintenant, est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet? Alors oui, je le crois, parce que justement, et c'était le point positif, je trouve, du discours du président de la République, c'est-à-dire qu'en en tout cas, nous lui avions dit, hein, que notre avenir ne se résumait pas au seul dégel du corps électoral, qui pour autant est non pas une option, mais une obligation. Nous avons obligation morale, juridique, politique aujourd'hui de dégeler ce corps électoral et d'ouvrir donc notre citoyenneté, le droit de vote. C'est indispensable, on ne peut plus rester à de telles restrictions. Néanmoins, notre avenir ne se résume pas à cela et donc il faut absolument réformer nos institutions qui dysfonctionnent aujourd'hui. On est dans un état où la Calédonie n'arrive pas à produire une situation satisfaisante pour les populations, pour le monde économique, pour que nos jeunes aient de l'emploi de manière satisfaisante, pour que notre collectivité ne soit plus, comme c'est le cas aujourd'hui, au bord de la faillite. Donc, il faut réformer nos institutions. Et en cela, le chef de l'État a dit qu'à la fois sur le corps électoral, il fallait aller très 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 vite, mais que sur les réformes des institutions, il fallait travailler aussi, qu'il nous donnait un délai d'1 an, alors que sur le corps électoral, vous le comprenez bien, sur la citoyenneté, je dirais, c'est dans les discussions de fin août que les choses doivent se régler. Avec donc une réforme constitutionnelle qui, dans un premier temps, ne portera que sur le corps électoral, avant d'avoir une seconde réforme éventuellement sur le nouveau statut. C'est comme ça que vous voyez le calendrier. Alors oui, pour des raisons à la fois techniques, c'est un peu nécessaire parce que en fait, les élections provinciales doivent être convoquées sur la base d'un nouveau corps électoral. Et vous savez,
enfin, les auditeurs ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est toute une machine, tout ça. C'est-à-dire qu'il va falloir donc changer les listes électorales et pour pouvoir avoir des listes correctes. Cela prend beaucoup de temps matériellement. Donc on peut comprendre que sur la question de l'ouverture du corps électoral, il y a nécessité de faire très vite la réforme constitutionnelle. Néanmoins, moi, j'appelle de mes voeux une réforme constitutionnelle sur la réforme de nos institutions. Ça montrerait, comme l'a dit Nicolas Metzdorf chez vous, me semble-t-il, qu'il faut que nous soyons grands par rapport à l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on doit être à la hauteur des enjeux. Et donc, il faut que nous soyons capables de nous mettre d'accord sur la réforme de nos institutions pour dresser des perspectives. Il est également prévu des discussions sur le nickel à Paris également, hein. Le rapport de l'UGF a proposé quelques pistes. Il dresse aussi un diagnostic un peu alarmant. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver finalement à définir cette stratégie nickel qu'on semble rechercher depuis des années? En tous les cas, c'est très important, comme vous le dites, de prendre la mesure de ce rapport de l'Inspection générale des finances qui montre qu'en matière de nickel en Calédonie, quels que soient les acteurs d'ailleurs, il y a péril en la demeure. Je ne sais pas si les Calédoniens s'aperçoivent, réalisent qu'il y a péril à la demeure en matière de nickel. Donc, il y a nécessité d'adapter nos stratégies, de faire en sorte que notre nickel redevienne rentable et donc, en fait, de sauver nos usines. C'est ce que nous propose de faire l'État avec nous. Et ça, c'était un point très important du discours du président de la République. Notamment, vous le savez, on a un point très bloquant, au-delà des stratégies, des produits fabriqués par nos différentes usines qui doivent peut-être évoluer pour certains d'entre eux, l'histoire de l'électricité, la problématique de l'énergie. Et aujourd'hui, sans l'État, on ne peut rien. Alors, et bon, le président de la République a fait une petite boutade en disant on peut discuter les compétences si vous voulez, mais là-dessus, on va peut-être pas se battre parce qu'en fait, le seul qui a les moyens de le faire, c'est nous. Et c'est vrai, c'est l'État qui a les moyens de nous permettre d'avoir un outil de production fiable, en grande quantité, à des prix beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, et donc rendre à la fois notre industrie du nickel compétitive, mais aussi l'ensemble des acteurs économiques en Calédonie plus rentables et plus compétitifs également. Alors dans l'activité sociale liée au nickel, il y a eu un petit coup de chaud la semaine dernière avec les graves exactions qui ont été commises contre la SLN, en marge d'ailleurs de la situation de la Sonarep. Situation un peu complexe globalement. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je pense que ceux qui s'en sont pris à l'outil de production SLN sont des irresponsables et des criminels. Je pense qu'ils doivent être appréhendés, et ça a été le cas. Je pense qu'ils doivent être sanctionnés et que plus jamais des actions de cette nature ne doivent se produire. Et en plus, c'est très malhonnête parce que vous avez une société qui est la Sonarep, qui il y a quelques années de cela encore était extrêmement prospère, arrivait à sortir 600 à 800 000 tonnes de nickel. Donc, la question que les salariés de la Sonarep doivent se poser, c'est qu'ont fait les dirigeants de cette entreprise pour arriver à ce niveau actuel. C'est ça la vraie question. L'autre question, c'est pourquoi aujourd'hui la SLN est empêchée d'exploiter Poum, vous le savez. Et ça n'est pas devant la SLN que ce problème doit se régler. C'est devant la province Nord, puisque c'est la province Nord qui autorise ou pas les exploitations en province Nord. Et donc, la SLN ne pouvant exploiter Poum n'a pas de visibilité et donc est en difficulté par rapport à un de ses client, ou plutôt c'est la Sonarep qui a comme client la SLN et ne peut pas honorer les contrats, notamment avec Sonarep. Donc vous voyez bien que c'est totalement inadmissible qu'on vienne s'en prendre à un outil de production en Nouvelle-Calédonie. Je vous le disais tout à l'heure que le rapport de l'IGF montre qu'il y a péril en la demeure en matière de nickel en Calédonie. Ce sont des milliers d'emplois. Et là, des irresponsables viennent s'en prendre et détruire l'outil de production, un des 3 outils de production qui est indispensable à la Calédonie. C'est tout simplement inadmissible. Donc, je suis content que la justice s'en soit saisie et que, effectivement, le calme soit revenu. N'empêche que les dégâts sont là, malgré tout, et les gens devront payer pour les dégâts qu'ils ont occasionnés. On ne doit plus faire ça en Nouvelle-Calédonie. Il faut vraiment avoir conscience qu'on doit tous être solidaires pour sauver notre industrie du nickel. C'est indispensable. Et donc, voilà, encore une fois, c'est les faux coupables qu'on vient menacer au lieu de s'en prendre aux vrais responsables. Je voulais également vous entendre sur l'actualité institutionnelle, puisque vous avez déposé plusieurs textes sur le bureau du Congrès. Notamment, on en a parlé cette semaine, un projet de délibération sur l'apprentissage du code de la route au collège. Il a reçu déjà un avis favorable à l'unanimité du CESE. À quoi ça va servir et comment ça va marcher? Oui, alors je suis Il y a déjà un apprentissage un peu au collège du code de la route? Non, véritablement, ce sont des attestations de sécurité routière qui sont aujourd'hui en 4e et en 3e, et en aucun cas le code de la route. Vous savez que c'est une épreuve théorique, le code de la route, qui est indispensable pour avoir la totalité du permis de conduire, qui se décompose en une épreuve théorique code de la route et en une épreuve pratique de la conduite. Donc votre idée, c'est qu'on apprenne le code de la route déjà dès la 3e? 44% des accidents mortels en Nouvelle-Calédonie sont causés par des auteurs qui n'ont pas le permis de conduire. C'est donc un des 4 facteurs aggravants, qui est
est à l'origine d'accidents de la route. Et vous le voyez, 44% d'accidents mortels, donc d'accidents très graves. Il y a aussi le non-port de la ceinture, il y a évidemment l'alcoolémie, et puis il y a la vitesse, qui sont les autres facteurs déclenchants. Donc il y avait un consensus sur la nécessité de rendre obligatoire ce code de la route, mais surtout de le prendre en charge pour les familles. Parce qu'en moyenne, c'est une valeur à peu près de 30 000 francs par jeune qui passe le code de la route. Sur un permis, d'ailleurs, j'ai entendu un de vos auditeurs ce matin qui le déplorait, qui est quand même cher à l'échelle du coût de la vie en Calédonie, c'est quand même pas donné. Et donc, ces 30 000 francs seraient pris en charge totalement par la collectivité désormais, et non plus à la charge des familles. Et obligatoirement, donc, il y aurait cet enseignement qui permettrait d'avoir, à la fin de la classe de 3e, l'examen passé pour tous les élèves de 3e, ce qui fait qu'on leur donne déjà le code et que le poste 3e sera donc dédié, si cette voie est adoptée, je l'espère, à apprendre la pratique et donc à finaliser son permis de conduire. Par ailleurs, je voulais vous dire que, c'est important, excusez-moi d'être un peu longue sur le sujet, dans cette proposition que j'ai déposée, il y a également l'extension de la validité du code de la route. Voilà ce que j'allais vous demander, parce que une fois qu'on a passé le code de la route, il y a quand même une validité qui est relativement brève avant de passer à la pratique. Exactement, c'était aujourd'hui que de 2 ans, contre 5 ans d'ailleurs en métropole. Donc la même proposition étant la validité du code de la route à 5 ans, ce qui fait que, vous voyez, à peu près la moyenne, c'est 15 ans à l'issue de la 3e, 15-16 ans à l'issue de la 3e. Ils auront jusqu'à 20-21 ans pour pouvoir passer leur permis de conduire avec cette validité. Et puis il y a l'abaissement aussi de la conduite accompagnée, qui en Calédonie est à 16 ans aujourd'hui et qui descendra à 15 ans. Ce qui fait que dès l'issue de la classe de 3e, pendant ou après qu'on ait eu son code, on pourra se lancer effectivement dans la conduite accompagnée. La conduite accompagnée, c'est assez cher parce que c'est un peu plus cher que quand vous passez juste votre permis. Mais en fin de compte, avec la prise en charge du code par la collectivité publique, qui prendra désormais en charge ce code de la route pour les élèves de 3e, ça abaisse le coût pour les familles et peut-être que plus de familles se lanceront dans la conduite accompagnée. Vous savez, il y a une étude nationale qui a été faite. Plus on apprend à conduire tôt, et donc notamment ceux qui participent à la conduite accompagnée, moins on est responsable d'accidents sur les routes. Donc cette responsabilisation jeune, elle est très très importante. Ça doit passer quand au Congrès ? Alors ça passe donc le 24 août en séance publique, et nous avons une dernière commission notamment d'audition et de fin d'examen qui est prévue le 17 août. Et je me réjouis qu'au niveau du CESE, il y ait eu une approche totalement transpartisane qui dépasse les clivages politiques habituels sur l'intérêt général pour la Calédonie, avec l'unanimité des membres du CESE en faveur de ce projet, cette proposition de texte. Vous avez une autre proposition qui doit bientôt être examinée par le CESE d'ailleurs. Oui, alors une proposition qui matériellement a moins de conséquences, mais qui symboliquement est importante, c'est celle de modifier notre code civil pour que dans notre code civil, les animaux, notamment domestiques, les animaux ne soient plus considérés comme des meubles, mais soient considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité. Vous savez qu'il y a beaucoup d'actes de grande violence, de torture à l'égard de nos animaux en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de changer les mentalités. C'est très attendu par toutes les associations de protection des animaux. Il faut lutter contre cette violence dans notre société en général. On sait quelles sont, je ne veux pas comparer les animaux aux femmes évidemment, mais les violences faites aux femmes. Voilà, on a une société qui est intrinsèquement très violente, et cette chose de changer ça dans notre code civil, pour les animaux, c'est à une portée symbolique très importante pour changer les mentalités en la matière. Dans un autre domaine, également des propositions dans le domaine de la santé. On en est où d'ailleurs? La commission spéciale ROAM continue à se réunir. Là aussi, on va voir le bout, ça traîne. Alors oui, on se réunit aujourd'hui en format politique pour aboutir à quelque chose de le plus partagé et consensuel possible pour ne pas être sur ce sujet majeur que nous devons régler collectivement les uns contre les autres. Vous le savez, avec le groupe des loyalistes, le rassemblement que je représente, a déposé un vœu visant à permettre de maîtriser nos dépenses et mettre en place toutes les recommandations. Vous savez qu'on est très fort pour faire des schémas en Nouvelle-Calédonie. Entre Docamo, moi j'ai été élue que depuis 4 ans, mais depuis que je suis élue, tous les élus disent que vraiment Docamo, c'est à mettre sur un piédestal, sauf que pratiquement aucune des mesures de Docamo n'a été mise en œuvre. Le rapport de l'IGAS, l'inspection générale de la santé au niveau national, la chambre territoriale des comptes, enfin bref, nous avons toutes les recommandations possibles et imaginables pour que notre système arrête de fuir. Ça ne sert à rien d'aller prendre dans la poche des Calédoniens
pour mettre de l'argent dans un puits sans fond où ça continue de fuir au fond. On va appauvrir les Calédoniens et c'est la raison pour laquelle nous étions opposés à une élévation, notamment des cotisations sociales de manière brutale, parce que aujourd'hui, il faut d'abord maîtriser notre système. Vous voyez, là, on propose la réduction des frais de gestion de la CAFAT. On propose aussi de mettre en place un nouveau système informatique. Est-ce que les Calédoniens se rendent compte que quand ils vont à leur pharmacie, la fiche de maladie, qui est pourtant au départ un document numérique, qu'ils donnent à leur pharmacien, est scannée par le pharmacien, envoyé à la CAFAT et ressaisi intégralement. Vous vous rendez compte la masse salariale, le nombre d'emplois inutiles pour cela, parce qu'on a un système informatique qui date de 88. Monsieur Détour, qui est le chargé de mission qui est envoyé aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie pour la réforme de son système de santé, et qui avait été convenu notamment avec les IGAS qu'on ait quelqu'un qui vienne nous aider en ce sens, nous dit que ce sont des milliards que nous pourrions économiser avec un système informatique moderne. Et donc, si vous voulez, c'est une nécessité aujourd'hui de réduire les dépenses, comme les 100 francs forfaitaires sur la boîte de médicaments. Ce n'est pas une augmentation du coût du prix des médicaments. C'est quand vous payez 0, non, vous payerez 100 francs. Si vous payez 20 francs, vous payerez 100 francs au lieu de 20. Et au-dessus de 100 francs, vous payez rien de plus. Mais qui est une somme forfaitaire de 100 francs par boîte de médicaments. Nous, on comptabilise près de 3 milliards d'économies. C'est pas négligeable dans le contexte dans lequel on est. Et si on réduit un peu cette masse-là, en faisant ces économies-là, on aura moins besoin d'aller taxer les gens, prélever les gens sur leurs cotisations salariales, les patrons, et donc leur pouvoir d'achat sera le même. Beaucoup de sujets. Merci Virginie Revtac Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce matin.